Bonjour à tous. Donc sur cet atelier faune sauvage et prise en compte de la biodiversité, première chose, c'est qu'on est parti du contexte qu'on a déjà vu depuis ce matin, qui est d'abord cette épidémie d'épidémies. Donc des maladies émergentes, notamment en lien avec cette interface avec la faune sauvage, une interface qui est difficile à appréhender, comme on le voit avec le coronavirus, et qui est favorisée par des changements globaux, notamment d'origine anthropique, tous ces changements de notre relation avec la nature, de l'utilisation des sols. En parallèle, on a un effondrement de la biodiversité. On a vu déjà qu'il a des conséquences sanitaires et il en aura davantage dont on ne sait absolument pas encore tous les appréhender. Et globalement, on se retrouve avec des écosystèmes qui sont à la fois des pourvoyeurs de services écosystémiques, mais qui sont aussi associés à des dangers et parfois à des risques. Exemple, les milieux humides comme la mangrove, qui est à la fois responsable de la qualité de notre air et de notre eau, qui sont essentiels, et puis également qui sont liés à des risques de prolifération de vecteurs et éventuellement à des risques sanitaires. Donc notre constat dans ce contexte, c'était que d'abord, en fait, on manque considérablement de connaissances. Certes, on connaît des maladies, on connaît des populations sauvages, mais l'ampleur de ce que l'on ne connaît pas, on en est tout juste à estimer, par exemple, le nombre de virus qu'on pourrait avoir chez les mammifères sauvages. On ne connaît pas l'interaction entre les processus d'émergence déjà connus, on ne connaît pas les conséquences de nos actions anthropiques sur les écosystèmes dans leur ensemble. On agit également essentiellement dans le court terme et en réponse à des crises. Et donc notre constat, c'est qu'on manque d'anticipation, on manque de suivi de long terme pour pouvoir prévenir et limiter la survenue de ces crises. Et puis le troisième constat, c'est que nous manquons d'une culture partagée, c'est-à-dire que la population dans son ensemble ne connaît pas bien la biodiversité ni l'écologie de la santé du fait d'une perte de contact avec la nature. Et donc nous avons élaboré des recommandations dans 3 axes, des connaissances à acquérir encore bien davantage, une gouvernance et une gestion à modifier profondément et des connaissances à transmettre beaucoup plus largement à la population. Alors, merci Emmanuel. Donc nous allons commencer par ce premier volet, connaissances à acquérir. Et comme vous l'avez dit très justement, il y a un manque de connaissances concernant certaines problématiques, notamment ici qui nous intéressent, faune sauvage et biodiversité. Et connaître, c'est prévenir et préparer les crises qui nous intéressent pendant toute cette journée. Donc tout d'abord, prévenir, c'est comprendre. La première recommandation qui est ressortie de nos échanges au sein de notre atelier, c'est d'encourager par les outils financiers appropriés. Donc on a parlé d'appel à projets, mais on peut également imaginer d'autres outils financiers, des recherches concernant les mécanismes d'émergence ainsi que les services écosystémiques en matière de santé humaine et environnementale. Donc j'aimerais prendre pour exemple la photo qui est juste à côté de moi d'une tique Yaloma, qui est principal vecteur de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Cette fièvre est un exemple concret de maladie potentiellement émergente pour laquelle nous manquons de connaissances et dont on ne sait pas aujourd'hui apprécier le risque en France. En effet, les problèmes d'émergence sont des événements rares. Il faut beaucoup de connaissances et beaucoup d'informations et de données pour les prévenir et ou les prédire. Il faut également développer des moyens financiers, humains et organisationnels. Donc ça correspond à ramener un pourcentage fixe des fonds affectés à la gestion des crises sanitaires au sein des budgets opérationnels de programmes, mais également à plus court terme de préparer les crises sanitaires en améliorant le maillage régional et local des expertises faune-flore sauvage en lien avec la santé. Ensuite, pour aller plus loin, connaître, c'est également valoriser les connaissances qu'on a déjà, l'expérience ainsi que les données existantes. Tout d'abord, il faut les identifier les ressources, ce qu'on appelle reconnaître l'existant. Et donc, à plus court terme, ça passe par un travail d'abord de cartographie des acteurs, des instances, des expertises et de tout ce qui les relie à différents échelons, donc l'échelon national et l'échelon local. À plus court terme, recenser et évaluer les actions localement adaptées et performantes dans le but de les faire connaître et d'éventuellement les diffuser ensuite. J'aimerais prendre pour exemple ici l'exemple de la Camargue et de la démoustication en Camargue, où en fait ont été mis en place une boîte à outils, un panel de solutions qui cherche à s'adapter aux situations différentes et aux nuisances locales. Donc par exemple, on a le bacille de Thuringe où on a encore les pièges à CO2 qui ont été mis autour des zones d'habitation.
Valoriser, c'est également mettre en lien. Donc en pratique, à court terme, ça correspond à mettre en réseau les personnes et les systèmes, donc systèmes, centres de ressources ou alors les données des réseaux de surveillance, sans oublier les détenteurs de savoir empirique. On passe ensuite au deuxième volet de nos recommandations, gestion et gouvernance. Donc gérer dans le cadre de faune sauvage biodiversité, c'est se donner les moyens financiers, humains et organisationnels d'avoir une dynamique interdisciplinaire. Donc cela signifie d'abord décloisonner les instances nationales et territoriales, donc à court terme, élargir la composition des instances actuelles, donc par exemple au Conseil santé publique, CNOPSAV, CROPSAV, pour couvrir le champ de ces fameuses 3 santés. Mais une fois qu'on a dit ça, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce que les différents acteurs, on les a identifiés, de ces différentes disciplines, qui vont forcément avoir une zone où ils vont être à l'aise pour échanger et dialoguer. Et donc, il est urgent de passer à l'action et d'identifier une plateforme permanente de collaboration qui serait interministérielle, dotée d'une feuille de route opérationnelle pour informer, animer, mutualiser les ressources. Donc, je vous ai mis sur le diaporama un graphique, une roue finalement, avec les acteurs ici plutôt à l'échelon national, mais on peut l'imaginer à un échelon plus local, avec la présence donc, de 4 ministères d'intérêt, donc santé, environnement, agriculture et la recherche. Toujours dans le volet gestion et gouvernance, gérer, c'est également évaluer les impacts environnementaux des différents plans de lutte pour une gestion appropriée au fil de l'eau. Donc il faut mettre en place concrètement des évaluations et des recommandations, c'est-à-dire évaluer les actions des programmes en regard d'enjeux hiérarchisés de santé et de biodiversité, et les rendre prescriptives, ces recommandations. Et donc se situer dans une démarche d'amélioration continue, ça consiste à programmer et agir, faire ce qu'on avait prévu de faire, et ensuite évaluer et éventuellement ajuster d'éventuelles conséquences délétères qu'on pourrait observer après avoir mis en place ces plans. C'est ce qu'on appelle la gestion adaptative. Donc je voudrais parler ici de l'exemple de la lutte contre la peste porcine africaine. Ont été mis en place de nombreuses barrières, notamment à la frontière franco-belge. Alors ici, c'est la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Ces mesures ont été pensées, choisies et mises en place à l'aune uniquement de leur efficacité contre la PPA, peste porcine africaine, et non par rapport à leur influence sur l'environnement. La limitation des activités forestières, la prolifération des scolites ainsi que le maintien de continuité écologique n'ont pas forcément été pris en compte. On passe ensuite au volet transmission des connaissances. En effet, transmettre ces thématiques, c'est éduquer et former à la biodiversité les publics de tout âge. Donc, éduquer le public aux interactions, aux services écosystémiques et à la notion d'une seule santé. Et aussi, à plus long terme, ce qui nous intéressait dans notre atelier, c'était d'intégrer dans les programmes scolaires directement ou extrascolaires des connaissances sur l'écologie de la santé. Donc, ça correspond au bon comportement du quotidien, ainsi qu'aux fameux services écosystémiques, donc les services rendus par la nature. Donc, ce qui nous a parlé, nous, c'est la petite bulle qui a été marquée ici. Ce serait d'apprendre aux jeunes 10 arbres, 10 fleurs, 10 animaux, acteurs de ma santé près de chez moi. Et donc, ce qui est intéressant avec cette phrase, c'est de la garder à un niveau local et au niveau du choix des espèces, pour permettre aux jeunes de retrouver ces espèces dans les forêts près de chez eux. On arrive à notre dernière recommandation. Transmettre, c'est former et informer professionnels et décideurs en exercice. Et j'insiste sur les décideurs, et je mets l'emphase sur les décideurs en exercice. Donc, tout d'abord, au niveau des acteurs de terrain, santé et biodiversité, dès 2022, ça correspond à organiser des temps de rencontre, donc par exemple sous forme de colloques, développer et promouvoir des modules pratiques dans l'offre de formation santé-biodiversité tout au long de la vie, avec différentes structures qui existent potentiellement déjà qu'il faudrait promouvoir, ainsi que développer des guides techniques pour les acteurs de terrain. Et ensuite, pour les décideurs, donc ça a été très important au sein de notre atelier pour les différents participants, de conscientiser les décideurs actuellement en exercice, qui sont peut-être sortis des bancs de l'école depuis un moment et que la science a évolué depuis ce qu'on leur a appris, et qu'il faudrait aller faire des interventions éventuellement dans les ministères, dans les grandes entreprises, à l'interdépendance des 3 santés et à l'importance des services écosystémiques qu'on a déjà évoqués. Donc l'exemple ici, c'est l'exemple de la nature en ville, qui est une thématique qui intéresse beaucoup de collectivités territoriales, notamment, et c'est un projet à aborder globalement et de manière participative au niveau d'une zone. Il y a d'abord le temps de la nature à prendre en compte. Ici, on a des arbres, donc ça met plusieurs années à pousser. Faut en prendre compte. Et ce sont d'ailleurs sûrement des platanes sur cette photo qui peuvent potentiellement provoquer des allergies importantes chez les populations.
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je tiens également à remercier l'ensemble des participants à cet atelier qui ont fait un travail colossal pour ressortir toutes ces recommandations. Et j'introduis le prochain atelier, l'atelier 4 sur les biocides, avec Philippe Hartmann et François Boucher. Merci.